Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur Le Figaro TV. Au sommaire, 2 points de vue aujourd'hui. Les gilets jaunes vont-ils redescendre dans la rue et sur les ronds-points ? Face au prix de l'essence qui explose, la menace pèse de plus en plus sur l'exécutif. Nous en parlerons avec Guillaume Roquette. Nous évoquerons également la crise de la valeur travail, en particulier chez les jeunes. Vous allez voir, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Et puis nous parlerons également du retour très commenté et très critiqué de Raphaël Arnaud à l'Assemblée nationale. Quelle menace terroriste pour la France alors que la guerre en Iran entrera bientôt dans sa 5e semaine? Nous poserons la question à l'ancien juge antiterroriste Marc Trévidic. Les opérations de contrôle, en tous les cas, sont renforcées sur l'ensemble du territoire. Et puis jusqu'où ira la déferlante, celle de la cocaïne qui inonde aujourd'hui le continent européen. Le géographe Alain Delpirou a enquêté sur le sujet. Il dresse un panorama sans appel dans son livre. Ça s'appelle Cocaïne sans frontières. Les résultats de son enquête, ce sera en 3e partie. Bonjour Guillaume Roquette. Bonjour Timothée. Guillaume, dans l'actualité cette semaine, les conséquences de la guerre en Iran et cette flambée des prix à la pompe qui fait ressurgir le spectre de la crise des gilets jaunes. Est-ce que le gouvernement a raison, selon vous, de cantonner ses aides aux professions les plus durement touchées par cette crise, à savoir en particulier le secteur des transports, les agriculteurs et puis les pêcheurs notamment? Oui, je crois qu'il a raison. Je pense que le temps des chèques distribués tous azimuts est terminé. Et parce que tout simplement l'état de nos finances publiques ne nous le permet pas. Donc même d'un point de vue pédagogique, expliquer que l'État ne peut pas tout, expliquer que l'État ne peut pas anesthésier les effets de la conjoncture internationale, je pense que c'est nécessaire. Vous pensez qu'aujourd'hui on est au maximum, on ne peut pas et on ne doit pas aller plus loin? Oui, je pense qu'on ne doit pas aller plus loin. Après, effectivement, si vous avez des transporteurs routiers qui bloquent le pays pendant un mois, là, le gouvernement devra céder. Mais je pense que des mesures ciblées, c'est effectivement ce qu'il fallait faire. Maintenant, on est quand même passé à côté du débat, à côté de l'éléphant dans le couloir, qui est que à chaque fois que vous achetez un litre d'essence, il y en a la moitié qui part dans la poche de l'État, un peu plus, même 55%. Et ça, c'est quelque chose qui est, à ma connaissance, unique. C'est-à-dire que même quand vous achetez un produit de luxe, vous avez une taxe, mais elle n'est pas aussi élevée. Je ne connais pas d'autres produits de première nécessité qui fassent l'objet d'une telle taxation de l'État. Et ça, pour le coup, c'est pas acceptable, me semble-t-il, parce que c'est vraiment une spoliation des Français. D'autant que, même si l'essentiel de cette taxe, c'est la TICPE, qui est une taxe fixe, c'est-à-dire quel que soit le prix de l'essence ou du gasoil, mais il y a aussi la TVA. Or, cette TVA, elle est un pourcentage du prix total. Donc là, pour le coup, quand le prix du carburant augmente, l'État en profite. On va en parler bien évidemment parce que c'est évidemment dans le débat. Mais juste un mot d'abord quand même sur ces aides, ce plan de près de 70 millions d'euros débloqué par l'État. Beaucoup de Français disent que ça ne suffit pas, notamment les professions de soins qui ne sont pas inclus dans ce plan. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une forme d'injustice à aider aujourd'hui les transporteurs par exemple, mais à omettre peut-être d'autres professions comme par exemple les infirmières? Oui, c'est vrai que c'est injuste dans la mesure où ce sont les professions qui ont la capacité de nuisance la plus élevée qui obtiennent le plus. Or, effectivement, quand vous prenez un SMIRMORC et que vous le mettez en travers du périphérique parisien, eh ben forcément, le ministre est au courant dans la demi-heure. Et donc c'est vrai, cela dit, on peut faire le même raisonnement sur la retraite des cheminots et des conducteurs de la RATP. Hein, pourquoi est-ce que ces gens ont des conditions exorbitantes du droit commun? Parce qu'ils ont une capacité de nuisance qui est elle aussi exorbitante. Et donc, effectivement, c'est le cas, mais je pense qu'il faut... si on commence à distribuer des chèques à toutes les professions qui utilisent leur voiture, mais vous comprenez bien, alors on va dire alors, et pour les infirmières, mais si vous prenez les infirmières, pourquoi pas aussi les gens qui font des livraisons et qui utilisent leur véhicule pour cela, et on ne s'arrêtera pas. Il y a quand même une pression qui monte. Vous avez vu que par exemple Thierry Cotillard, le patron du groupe des Mousquetaires, il alerte cette semaine sur une possible répercussion sur les prix dans les rayons si le gouvernement ne revoit pas ses aides à la hausse. Est-ce que ça, par exemple, c'est de la démagogie, comme le dit Maud Bréjon, la porte-parole du gouvernement, ou bien est-ce que c'est du pragmatisme, puisque là, on parle de choses qui sont pour le coup très concrètes?
Oui, mais il est certain que même si l'économie mondiale est aujourd'hui moins dépendante du pétrole qu'elle ne l'était à une époque où vous n'étiez pas né, dans les années 1970, où ce qu'on a appelé le premier choc pétrolier a entraîné une récession mondiale, il y a quand même un impact des prix des carburants, non seulement sur les transports, mais aussi sur tout ce qui est matière plastique, tout ce qui est chimie, tout ce qui est produits qui sont dérivés du pétrole. Donc oui, ça va avoir un effet inflationniste. Et c'est d'autant plus regrettable que l'inflation était revenue à des niveaux qui étaient extrêmement raisonnables. En janvier dernier, c'est les derniers chiffres que j'ai pu trouver, en glissement annuel, on était à 0,3% d'inflation. Donc c'était revenu à la normale. Donc oui, il y a ce danger. Mais vous voyez, ce qui est extraordinaire, c'est le schéma mental dans lequel nous sommes tous mis en nous disant « Ah, il y a un problème, il y a un risque de crise, donc c'est l'État qui va nous aider. » Mais non, il faut bien savoir qu'à chaque fois que l'État fait un nouveau chèque, c'est de l'endettement supplémentaire pour nos enfants et nos petits-enfants. Il y a un moment où il faut dire « ce n'est plus possible. » Alors, Sébastien Lecornu, en tous les cas, a tenté de déminer le sujet hier à l'Assemblée nationale. Et c'est vrai que vous avez commencé à l'évoquer parce qu'ici n'est pas forcément très bien pris sur le coup, parce qu'il a proposé un plan d'électrification du pays qui pourrait être financé par le surplus des recettes fiscales générées justement par cette hausse des prix du carburant. Là où, depuis des jours et des jours, le gouvernement nous expliquait qu'il n'y avait évidemment aucune recette supplémentaire sur le dos de cette hausse des prix. Est-ce que c'est objectivement une boulette de communication de la part du Premier ministre ? Oui, parce qu'effectivement, ça montre bien qu'il y a un moment où on ne nous a pas dit toute la vérité. Même si, comme je l'expliquais au début, il faut faire cette distinction entre la taxe essentielle qui est fixe et puis la TVA qui est mobile. Et qui n'est d'ailleurs pas la même partout en France. Elle est de 13% en Corse et 20% dans le reste du pays. Et pourquoi est-ce que les Corses, ils ont moins de taxes ? Dites donc, c'est quand même bizarre. Il n'y a aucune raison objective. Donc, la vérité, c'est que à chaque fois, le gouvernement contourne le vrai sujet qui est de dire « oui, il faut faire baisser les taxes et pour ça, nous allons faire baisser les dépenses de l'État en face ». Or, cette préoccupation-là, le gouvernement ne veut pas l'avoir. D'ailleurs, on le voit bien, à chaque fois qu'il y a les projets de loi de budget depuis 2024, c'est financé essentiellement par une augmentation des impôts et la dépense publique augmente moins vite que prévu, mais en valeur ajoutée, en valeur absolue, pardon, elle ne diminue pas. Et donc là encore, on va nous faire des cadeaux. Alors j'ai vu qu'effectivement, on allait distribuer des voitures électriques aux Français, si j'ai bien compris, pour... Voilà, c'est le projet en tous les cas de Sébastien Lecornu qui a demandé à Roland Lescure, son ministre de l'économie, effectivement, de mettre une offre de location spéciale justement pour les véhicules électriques. Mais oui, mais seulement, et tout ça va être bonifié. Une fois de plus, on est dans une économie artificielle. C'est-à-dire qu'une fois de plus, l'État essaye de régler à crédit des problèmes qui ne sont pas résolvables sinon. Je pense que c'est vraiment une mauvaise... même culturellement, cette idée que l'État va régler la difficulté, elle n'est pas bonne. Et je pense qu'il faudrait avoir le courage de dire, eh ben oui, il y a une crise mondiale, c'est pas de notre faute, c'est pas nous qui avons bloqué le détroit d'Ormuz, et si l'État peut s'en sortir, c'est pas en distribuant des chèques avec un argent qu'il n'a pas, c'est en se serrant la ceinture de son côté pour redonner de l'argent aux Français. C'est totalement inaudible aujourd'hui lorsque l'on demande et qu'on explique à certaines professions que les aides doivent être seulement ciblées, que effectivement les impôts ne peuvent pas baisser et qu'ils ont même plutôt tendance à augmenter, mais en même temps que l'État finalement fait de l'argent finalement sur le dos de cette hausse des prix du carburant. Il y a quand même quelque chose là qui va coincer dans l'opinion publique. Je pense que ça montre que nous sommes arrivés au bout d'un système. Un système où la dépense publique représente plus de la moitié de la production de richesse en France. Nous avons deux énormes machines sociales qui sont les retraites et la santé, qui demandent de plus en plus d'argent, parce qu'il y a de plus en plus de retraités, et comme la population vieillit, de plus en plus de dépenses de santé. Et donc, comme à côté de ça, l'État ne veut pas faire d'économies sur tout le reste, eh bien, on est pris à la gorge, et effectivement, on est dans une impasse. L'idée d'un leasing, par exemple, social sur l'achat de voitures électriques qui est dans les tuyaux et puis sur ce plan d'électrification du pays. D'abord, on est sur un projet qui est quand même au mieux à moyen terme. Et puis surtout, est-ce que c'est vraiment la bonne solution ? Est-ce que c'est vraiment ce qu'attendent aujourd'hui, notamment ceux qui ont besoin d'utiliser leur véhicule le matin pour se rendre au travail ? Non, je pense que
Je pense que c'est effectivement une décision de long terme. Je pense que si on n'avait pas perdu autant de temps sur le plan nucléaire français, si M. Macron et M. Philippe n'avaient pas fermé Fessenheim et pris un retard terrible dans le programme nucléaire, l'électrification serait allée plus vite. Ça, c'est le premier point. Mais sinon, effectivement, ce sont... Soyons clairs, des décisions de communication pour que le gouvernement donne le sentiment qu'il ne laisse pas tomber les Français. Je voudrais quand même relativiser, c'est-à-dire que, oui, bien sûr, l'augmentation des prix du carburant est un choc, et c'est un choc économique pour un certain nombre de Français, mais globalement, on n'est pas dans la même crise du pouvoir d'achat, en tout cas pour l'instant, que celle qu'on avait connue après l'intervention en Ukraine et les conséquences du Covid, où les prix avaient augmenté partout. Aujourd'hui, on est revenu dans quelque chose de plus raisonnable. C'est pour ça que vous l'évoquiez au début, vous disiez, est-ce qu'on va vers une nouvelle crise des Gilets jaunes? Moi, je n'en suis pas persuadé. Je prends mon risque. Peut-être que demain, je serai démenti. Je crois que la crise des Gilets jaunes, elle a été déclenchée par un ras-le-bol des Français devant une nouvelle augmentation des taxes, c'était cette fameuse taxe carbone qui allait être mise en place sur les carburants, parce que ça, les Français, à juste titre, ne le supportent plus, les augmentations d'impôts, les augmentations de taxes. En revanche, qu'il y ait une augmentation des prix due à une crise internationale, ça, à mon avis, ils peuvent le comprendre, et ils peuvent comprendre aussi que ça n'est pas en bloquant des ronds-points qu'on va faire baisser le prix du baril. Affaire à suivre en tous les cas. Ce qui est certain, c'est que là, on parle des Français qui ont besoin d'utiliser leur véhicule tous les matins pour se rendre au travail. Vous consacrez, Guillaume, dans votre éditorial ce week-end dans le Figaro Magazine, vous consacrez cet édito à ceux qui, pour le coup, ont peut-être un peu plus de mal à se lever. Et en tous les cas, vous dites d'ailleurs que ce sont pour des plus ou moins bonnes raisons. Et vous posez cette question, vous dites, les jeunes sont-ils devenus feignants? Pourquoi cette question? Alors, évidemment, elle est un peu provocatrice, parce que ce qu'on constate, c'est que, effectivement, je pars d'une statistique qui est l'augmentation assez inquiétante des arrêts maladie de courte durée, et on s'aperçoit qu'elle touche surtout les plus jeunes, alors même qu'ils sont supposés être en meilleure santé que les seniors. Par ailleurs, il y a eu un très bon article de notre consoeur Anne de Guigné sur ce sujet dans le Figaro, un éditorial d'Eugénie Bastier aussi sur Europe 1, expliquant que il y a une forme de détachement des jeunes vis-à-vis du travail, qui est quelque chose de nouveau, qui se traduit par plein de signaux, une demande de télétravail très forte, une volonté de rééquilibrage entre vie privée et vie professionnelle. Et donc, par provocation, certains ont même parlé de baby glandeur. Bon, moi, je n'irai pas jusque-là, même si au moins l'expression est parlante. En plus, j'explique dans mon éditorial qu'il y a des raisons objectives à ça. Il n'empêche que c'est inquiétant. Oui, parce que c'est vrai qu'on peut quand même se poser cette question aussi, de savoir si cette augmentation, justement, de tous ces arrêts maladie, est-ce que ce n'est pas le symptôme quand même pour le coup d'une crise profonde qui est réelle, et celle justement de cette crise de la valeur travail? Est-ce qu'il ne faut pas peut-être commencer justement par traiter le problème à la racine? Oui, mais le problème à la racine, c'est quoi? Le problème à la racine, c'est d'abord un écrasement des salaires. Et ça, c'est très effectivement qui s'explique par le fait qu'il y a de plus en plus de jeunes diplômés, et donc les jeunes ont des attentes en termes de salaire compte tenu de la longueur des études qu'ils ont faites, qui est souvent déçue, tout simplement parce que c'est la loi de l'offre et de la demande. Il y a en plus le fait que les jeunes de votre génération ont un poids des charges sociales qui fait que leur salaire net est extrêmement bas par rapport à leur salaire brut, c'est-à-dire à ce qui coûte à l'entreprise. Pourquoi? Parce qu'il faut financer les retraites. Et donc ça, c'est des raisons objectives de dire on ne va pas nous demander d'être à 100% dans le boulot, alors même qu'on n'est pas justement rémunéré. Mais je crois que malheureusement, si y a plus d'arrêts de maladie, c'est pas comme ça qu'on règle le problème, voyez-vous. On réglera le problème par davantage de travail. Il faut que globalement les Français travaillent plus, y compris les seniors comme moi d'ailleurs, qui doivent partir plus tard à la retraite. Je veux dire, il n'y a pas que vous qui devez faire les efforts. Je peux confirmer que là-dessus, c'est un combat que vous portez de manière constante. Oui, parce que je pense que c'est ça le fond du sujet. Et puis derrière, il y a un autre thème qui est presque philosophique, qui est l'absence de sens au travail. Il y a quelque chose qui revient souvent
souvent dans les discussions, dans les études sociologiques sur les jeunes générations. Et là, je pense qu'il y a une attente trop forte vis-à-vis du travail. C'est-à-dire qu'à mon avis, le travail, on a la chance, vous et moi, de faire des boulots qui ne sont pas des boulots, c'est des passions. On est extrêmement privilégié de ce fait-là. Mais pour la plupart des gens, le travail, c'est un moyen d'assurer leur vie. Enfin, je veux dire, ça n'est pas une fin en soi. De mettre du beurre dans les épinards. Et donc, il me semble, oui, c'est ça. Et donc, il me semble qu'il y a une projection sur le travail en termes de quête de sens qui est peut-être excessive, parce que le simple fait d'avoir un salaire à la fin du mois, de pouvoir faire vivre sa famille si on en a une, de payer un peu d'impôts pour être a priori protégé et avoir des routes qui fonctionnent correctement, c'est ça qu'il faut demander au travail, et peut-être pas avoir une attente trop importante. Et ça ne suffit peut-être plus, en tous les cas, dans l'esprit aujourd'hui de cette fameuse génération Z. Sujet extrêmement intéressant, et on renvoie notamment vers effectivement cet éditorial d'Anne de Guigné que vous évoquiez à l'instant, très intéressant. Un mot également, Guillaume, dans le panorama de l'actualité cette semaine, parce que c'est aussi ce retour qui a quand même été très commenté, très critiqué, du député insoumis Raphaël Arnaud à l'Assemblée nationale hier, 1 mois et demi après le meurtre de Quentin Derengue, dans lequel certains de ses proches sont directement impliqués, 2 de ses collaborateurs. Plus un autre qui, je crois, a collaboré avec lui dans le passé. Voilà, un ancien stagiaire en plus. Il aurait dû, Raphaël Arnaud, démissionner depuis bien longtemps, plutôt que de revenir à l'Assemblée nationale comme il l'a fait cette semaine. Il aurait dû. S'il l'avait fait, il n'aurait pas été insoumis. Je veux dire, Jean-Luc Mélenchon savait ce qu'il faisait en choisissant Raphaël Arnaud pour le mettre dans une circonscription très, très favorable et lui assurer quasiment une élection. Il savait très bien qu'il était fiché S. Il savait très bien que c'était l'un des fondateurs de la Jeune Garde, cette milice violente créée à l'extrême gauche. Donc, moi, je ne suis pas surpris. Je savais bien qu'il allait revenir à l'Assemblée. Donc, on peut le déplorer. Je trouve ça profondément choquant qu'il a 2 collaborateurs et un ancien qui sont directement impliqués dans un assassinat, et il arrive en disant moi j'y suis pour rien, alors même que c'était dans le cadre d'un environnement de violence dont il était lui-même le complice comme fondateur de ce mouvement. Donc, bien sûr, c'est choquant. Maintenant, je vais vous dire, je pense que les Français, ils voient ça, et ça contribue à leur ouvrir les yeux sur ce qu'est la France insoumise, c'est-à-dire un mouvement qui, certes, est puissant, mais un mouvement aussi qui fait peur. Et je crois qu'à la limite, j'ose pas vous dire que c'est utile de voir revenir Raphaël Arnaud pour dessiller les yeux qui refuseraient encore de voir la réalité. Mais au moins, ça dit ce qu'est vraiment ce mouvement. Comme disent les jeunes aujourd'hui, paraît-il, ils sont nés avant la honte. Alors, ça faisait en tous les cas 1 mois et demi qu'on ne l'avait plus entendu, ni aperçu, ni à l'Assemblée, ni dans les différents médias. Là, il le fait. Il choisit d'ailleurs un média, c'est pas choisi par hasard, il choisit le média en ligne Blast. La France Insoumise, qui manifestement n'a rien à voir avec cette affaire, voilà ce qu'il dit. Je n'étais pas au courant de ce qui allait se produire. Et puis, à propos de Jacqueline Favreau, que nous évoquions à l'instant, son attaché parlementaire, je me doute évidemment que ce n'est pas quelqu'un qui souhaite la mort d'autres personnes, dit-il, sans d'ailleurs, dans cette interview, s'attarder davantage sur cet élément du dossier. Que vous inspire en quelques mots cette défense ? Je pense qu'elle est difficilement audible quand il dit qu'il n'était pas au courant. Oui, mais qu'est-ce que faisaient ses collaborateurs à Lyon ? Lui n'est pas député de cette circonscription. Or, en plus, on les revoit régulièrement. On l'a vu sur des images pour des encadrements de manifestations. Et c'est pas la première fois qu'il y a ces dérives. C'est pas la première fois qu'il y a ce genre de violence. Donc, évidemment, il n'est pas convaincant quand il dit ça, mais encore une fois, c'est sa défense, c'est le déni. Mais vous savez, c'est comme Jean-Luc Mélenchon qui dit « Ah bon, quand je me moque des patronymes de Français juifs, je peux être soupçonné d'antisémitisme ?» Ah ben vraiment, je n'y aurais pas pensé une seule seconde. Évidemment, on ne peut pas croire ces gens-là. Merci Guillaume, en tous les cas, cette couverture du Figaro Magazine également à retrouver en kiosque ce week-end, l'enquête impossible, vos investigations sur l'origine du sinistre, 7 ans déjà après le drame, et puis à retrouver également... De Notre-Dame de Paris. De Notre-Dame de Paris, pardon, qu'est-ce que j'ai dit ? Oui, peut-être pas, mais... Je ne sais plus. Bon, en tous les cas, à retrouver, et quand on voit la photo, c'est à n'en pas douter, oui. C'est bien Notre-Dame de Paris, puis à retrouver également un débat de haute tenue entre Alexis Corbière et Alain Finkielkraut, justement sur l'avenir de la France Insoumise et ses liens précisément avec des groupes pour le moins infréquentables. Merci Guillaume d'avoir été avec nous. Alors, l'une des autres répercussions de cette guerre en Iran, on l'a dit, c'est évidemment cette menace terroriste qui semble s'intensifier sur notre sol après le projet
d'attentats déjoués visant Bank of America à Paris le week-end dernier. Le siège de Goldman Sachs a été placé sous vigilance policière la nuit dernière. On fait le point sur l'état de cette menace dans un instant avec Marc Trévidic. Écoutez d'abord le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez. Est-ce que concrètement, vous y voyez la main du régime iranien ? Oui, concrètement, oui. Enfin, d'abord, le lien, je le fais, évidemment, je veux le redire, je fais le lien parce que l'action qui a été déjouée, l'attaque qui a été déjouée, l'action violente à caractère terroriste déjouée dans la nuit de vendredi à samedi est en tout point similaire à celle que vous venez de citer, aux Pays-Bas, en Belgique, un engin explosif improvisé, artisanal, on l'appelle comme on veut, et avec cette volonté de filmer, de revendiquer. Il y avait un deuxième homme qui filmait. Et donc, c'était le même type d'action qui a été déjouée grâce à une intervention efficace de la préfecture, des effectifs de la préfecture de police, dans le cadre d'un dispositif de sécurisation globale qui avait été mis en place, j'y reviendrai. Et donc effectivement, il y avait un individu a été interpellé, celui qui était en train de procéder à la mise à feu, ce qu'il n'a pas pu faire, et un autre qui filmait. Donc évidemment, ça nous a tout de suite fait penser à ce qui se passait aux Pays-Bas et le même mode opératoire en Belgique. Et le procureur national antiterroriste, évidemment, s'est saisi. Et pourquoi on fait le lien avec le conflit et l'Iran ? Tout simplement parce que dans ces pays-là, il y a eu un mouvement qui a revendiqué ces actions et qui faisait très directement le lien avec ce qui se passait en Iran. Bonjour Marc Trévidic. Bonjour. Ancien juge antiterroriste de 2006 à 2015. Vous avez été en première ligne pour alerter l'opinion publique sur la montée de la menace terroriste sur notre sol. Aujourd'hui, vous êtes présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles. Alors, nous entendions à l'instant Laurent Nunez il y a quelques jours à propos de ce qui s'est passé au siège parisien de la Bank of America le week-end dernier. Nous apprenons également ce matin que le siège parisien de la banque américaine Goldman Sachs a été placé sous surveillance policière cette nuit après des menaces qui visent l'édifice. Révélation de nos confrères de BFM TV. Est-ce que, Marc Trévidic, cela confirme que la menace qui pèse sur la France s'intensifie ? Pas que sur la France, je pense très franchement que ce qu'on a vu ces derniers temps pendant tout le mois de mars, ce sont des actions à peu près similaires en Belgique, à Rotterdam, pour ce qui est la Belgique, à Liège, à Anvers, on a vu aussi à Oslo une bombe. Et donc, très clairement, il y a quelque chose qui se généralise et qui explique d'ailleurs que le parquet national antiterroriste soit saisi finalement d'un attentat qui est de faible envergure. Il faut être clair par les moyens utilisés. Mais on a ce même style d'action partout en Europe et aussi aux États-Unis et au Canada. Il y a des choses comme ça qui sont en train de se faire. Il faut décrypter le message parce que si ça vient de sympathisants de l'Iran, c'est très politique. Absolument. Donc ça veut dire que c'est une mise en garde, alors de faible intensité pour l'instant, ça veut dire rester où vous êtes, rester neutre. Et puis, on ne fera pas plus. Oui. Voilà, je pense qu'on est à peu près dans ce schéma-là. Justement, quand vous dites de faible envergure, c'était précisément ma question. Est-ce que c'est une volonté simplement peut-être de menacer, d'intimider, ou bien est-ce que ça veut dire qu'il pourrait y avoir des actions pour le coup beaucoup plus importantes qui pourraient être menées ? Les actions plus importantes, ça serait si l'Iran y a intérêt. Quand on a un État en face de soi, c'est pas comme un groupe terroriste non étatique, si vous voulez. C'est que de la politique. Un État réfléchi fait des actions intelligentes avec un but à poursuivre. Là, si un État fait des actions violentes très importantes vis-à-vis de gens qui sont neutres actuellement, plus ou moins neutres, ils risquent au contraire d'avoir un basculement. Ces États vont rentrer dans la guerre contre eux parce qu'ils ont... Si vous faites quelque chose de faible intensité, les États en face comprennent le message, restez neutres, et ça n'a pas choqué l'opinion publique, donc ils n'ont pas à avoir une réaction politique de « j'entre en guerre » ou « je fais quelque chose ». Donc c'est très intelligent, au contraire, de cette faible réponse. Est-ce qu'en ce sens, il faut s'attendre à une multiplication de ce type d'alerte dans les prochains jours, dans les prochaines semaines ? Alors, je pense que ça va se calmer, parce que si c'est simplement un message, ils vont attendre de voir si c'est bien compris et si tout le monde reste à sa place. Il est évident qu'aujourd'hui, la principale pression, c'est les trois d'Ormuz, donc tout ce qui est terroriste n'a pas beaucoup d'importance. D'un autre côté, vous savez, c'est boule de neige, hein. Même s'il y a des groupuscules qui sont d'obédience iranienne, d'obédience Hezbollah, il y a plein de sympathisants Hezbollah en Europe, notamment en Allemagne, surtout en Allemagne, qui peuvent d'eux-mêmes faire ce genre d'action contre des intérêts juifs, contre des intérêts américains, sans qu'on leur demande rien du tout. Donc votre question, c'est difficile d'y répondre. En tous les cas, sur ces liens avérés ou non avec l'Iran, même s'il semble quand même se préciser, Laurent Nunez lui-même, en tous les cas, reconnaît, soupçonner ce lien, évidemment. Est-ce qu'aujourd'hui, la
France est une cible privilégiée de la part de l'Iran en matière de terrorisme? Non, c'est pas une cible privilégiée, mais vous remarquerez que en France, comme dans d'autres pays européens qui ne sont pas plus des cibles privilégiées, Oslo, par exemple, n'était pas du tout, il y a quand même un attentat à la bombe, ce sont les intérêts américains qui sont visés, aux Juifs. Mais ça fait quand même 2 fois en une semaine que ça se passe sur le sol français. Ça veut dire qu'ils ont trouvé des gens à recruter facilement pour faire des actions. Mais c'est d'abord des intérêts américains ou pas. D'ailleurs, je me souviens qu'il y avait des projets d'attentats très, très violents en France à l'époque des premières filières irakiennes, alors qu'on avait dénoncé l'intervention américaine en Irak. Et pourtant, on était surpris de voir des projets contre des intérêts américains en France. Bah oui, parce que c'était contre des intérêts américains avec des gens qui étaient disponibles. Et c'est la raison pour laquelle, parce que c'est vrai que, par exemple, sur cette vague d'attentats 2015, là où vous avez beaucoup évidemment travaillé dessus, eh bien, c'était une représaille de Daesh à des frappes françaises en Syrie. Là, en l'occurrence, la France précisément est en retrait total dans cette guerre. Donc pour vous, il n'y a pas forcément de lien direct entre, j'allais dire, notre degré de participation à ce conflit, d'implication à ce conflit, et la menace qui pèse sur notre sol. Si mon analyse est exacte, si. Simplement, c'est un avertissement aux pays européens de rester neutres. C'est tout à fait logique que ces messages aient lieu en Belgique, en France, aux Pays-Bas, en Norvège. Vous voyez, puisque c'est simplement de dire, bon, ben voilà la situation. On peut vous faire mal si on veut. Là, c'est des bombinettes, il faut être clair. Évidemment, on est capable de faire plus. Et ils sont capables de faire plus. C'est un État, hein. C'est un État, l'Iran, avec des services de renseignement très, très aguerris. Oui. Alors, c'est un État qui, en l'occurrence, là, se dissimulerait derrière un groupe dont on ignore à peu près tout. Il y a un groupe qui, d'ailleurs, n'existait pas il y a encore quelques semaines. Que dire, justement, de ce fameux groupe? Et est-ce que, justement, eh bien, ça va accréditer la thèse, le fait qu'on ait un groupe qui a été créé il y a quelques semaines, il n'y a pas grand-chose qui sort sur ce groupe, ça accrédite la thèse justement de quelque chose qui serait commandité précisément par l'Iran? Alors d'abord oui, parce que je crois que les comptes Telegram utilisés sont des comptes qui sont utilisés par le Hezbollah également libanais, ce qui a servi à revendiquer certaines actions en Europe, que toute la propagande derrière, y compris le fusil tenu devant un globe, ressemble furieusement au même style d'image qu'utilisent des groupes comme le Hezbollah. Donc oui, le message à mon avis est assez clair, et c'est clair aussi qu'il n'y a pas volonté pour l'instant de faire très mal pour l'instant. Qu'est-ce qu'on sait plus, ou qu'est-ce que l'on devine davantage sur ce groupe, sur son organisation? Est-ce qu'on sait aujourd'hui à qui on a affaire? On a l'impression qu'on a surtout affaire à des gens qui utilisent les réseaux sociaux, les moyens de propagande pour recruter tout et n'importe quoi, tout et n'importe qui, et qui donc ne veulent pas s'impliquer directement, d'où le nom d'ailleurs, qui est simplement, je dirais, c'est une fenêtre qui permet, vous vous rendez compte, et je crois d'ailleurs, que des jeunes sont recrutés pour 700 € sur Snapchat, qui ne sont pas embrigadés, il n'y a même pas besoin aujourd'hui dans notre société. Oui, et on a affaire effectivement à des terroristes qui font ça, effectivement, des mineurs qui font ça davantage pour l'argent, et oui, tout à fait. Pour qui posera un problème sur l'intention justement terroriste de ces jeunes-là quand on les jugera. Est-ce que pour autant ce groupe, c'est un groupe professionnel organisé, ou bien est-ce que ce sont des individus isolés? Non, je pense qu'il y a vraiment des professionnels pour avoir imaginé en Europe de recruter de façon facile, certes, des jeunes pour des actions pas d'envergure, mais qui marquent quand même, parce qu'il s'agit de faire des vidéos et balancer les vidéos après. Si vous avez une banque qui en flamme, même si on éteint vite l'incendie, il y a quelques images qui vont choquer. Ça choque, et en même temps, ça fait un peu amateur. C'est destiné à ne pas faire trop peur aux populations, pas trop terrorisés, pour que justement il n'y ait pas d'opinion publique qui pousse leur État à intervenir contre l'Iran. Encore une fois, il faut faire très attention, c'est du dosage. C'est du dosage, c'est très intelligent, et c'est tout à fait iranien, ça, c'est tout à fait perse, j'allais dire. Il y aura des choses plus graves qui vont se passer, très certainement. Ça va être des enlèvements, des choses comme ça, parce que c'est les spécialistes de ça. Notamment les enlèvements, attention. Il y a plein de zones là dans le Moyen-Orient où on risque d'avoir des gens enlevés, des Français, des Américains, des Anglais, peu importe qui. En monnaie d'échange, ce sont les spécialistes de ça. Il faut se souvenir des années 80.
Et on a affaire en tous les cas à un régime qui se sait menacé, qui effectivement semble vouloir faire feu de tout bois, et vous évoquez d'ailleurs une menace qui est diverse et qui peut être tentée d'exporter ce conflit pour semer la terreur. Aujourd'hui, c'est ça, selon vous, ce que cherche à faire le régime iranien? Ils ne sont pas encore complètement aux abois pour vraiment exporter la terreur, d'où la faible intensité de ce qui se passe actuellement. Mais s'ils se retrouvaient complètement aux abois, si on les poussait à être aux abois, c'est ça le message. Si on est aux abois, vous allez voir ce qu'on peut vous faire. Et ça rend cette menace du coup d'autant plus imprévisible et donc d'autant plus dangereuse. Vous disiez tout à l'heure, là en l'occurrence pour le moment, ce sont des attaques de faible envergure, mais c'est vrai que je répète la question, jusqu'où ça pourrait aller? Qu'est-ce qu'on peut craindre aujourd'hui? Alors, évidemment, si on regarde ce que font les services iraniens dans le passé, ce qu'ils ont fait, c'est enlèvement et assassinat ciblés. Ça a été assez rare les attentats aveugles. Ça, c'est plutôt les groupes qui n'ont pas de but politique direct. Voilà, si ça peut vous rassurer, je ne sais pas du tout, parce que on peut effectivement changer d'envergure, mais c'est vrai qu'ils sont plus dans ce schéma-là pour obtenir un but politique, d'avoir des choses qui sont quand même ciblées et non pas indifférenciées. Là, c'est plutôt d'autres terroristes qui utilisent ces méthodes. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut comparer la situation 2026 à ce qui s'est passé dans les années 80 avec cette vague d'attentats dont la France a été victime de la part de l'Iran? Alors, il y a eu à la fois des enlèvements, on se souvient de Carton, Fontaine, Serra, Kaufmann. Il y a eu des attentats très lourds, mais sur des militaires sur place, sur zone au Liban, sous fond de dette de la France, Rodif, sur fond de plein de choses, si vous voulez. Donc, c'est pas quand même comparable de cette façon-là. Et puis, on est dès l'Irak, il y avait plein de choses géopolitiques qui étaient quand même très, très différentes. Je pense que ce qui n'est pas comparable, c'est qu'en fait, si les pays européens restent inactifs et au contraire font pression sur les États-Unis pour que la guerre s'arrête, je ne pense pas que l'Iran passera un stade au-dessus. Qui a changé aujourd'hui, si c'est le cas, dans les méthodes iraniennes justement de terrorisme par rapport à ce que l'on observait dans les années 80. Vous évoquiez par exemple la menace d'enlèvement, c'était le cas il y a 30 ans, il y a 40 ans, c'est toujours aussi bien réel aujourd'hui? Ah oui, tout à fait. Je crois qu'il y a une journaliste déjà qui a été enlevée en Irak, je crois, où partout il y a des milices chiites pro-iraniennes, il y a ce danger d'enlèvement. Après, ils verront ce qu'ils en font, mais donc ça me paraît tout à fait faisable. Maintenant, ils sont beaucoup moins puissants qu'à l'époque. Enfin, le Hezbollah au Liban, c'est dans les années 80, là, ils ont pris beaucoup de coups quand même. C'est quand même très, très difficile. En Irak aussi, ils ont pris beaucoup de coups. En Syrie, il n'y a plus le régime de Bachar, donc ces liens-là se sont distendus aussi. Donc, ils sont quand même un peu aux abois eux-mêmes. Et ils ont aussi un autre problème, c'est qu'ils ont des attaques sur les services iraniens, ont des attaques de l'État islamique. Il y a eu un très gros attentat en janvier 2026 et de tout ce qui est les nationalistes baloutches, enfin tout ça. Ils ont aussi plein de choses à gérer, ce qui va limiter leur capacité de s'exporter quand même. Ils sont quand même moins stables. Qui commande tout cela d'ailleurs en Iran? Est-ce que ce sont les gardiens de la révolution directement? L'État, c'est les gardiens de la Révolution. Et après, il y a cette grosse nébuleuse avec beaucoup de monde qui sont les services de renseignement et qui ont des cellules opérationnelles depuis des années qu'on appelle Al-Quds. On le dit en arabe, la Sainte. Mais bon, ce sont les services extérieurs iraniens qui sont en Europe partout, qui sont infiltrés depuis très longtemps. Moi, j'ai travaillé sur les dossiers des Moudjahidines du peuple d'Iran, des instructions, Mariam Rajavi, etc., donc, où il y avait des assassinats d'opposants, etc. Dans tous les pays où il y avait des opposants iraniens, ils étaient très, très implantés. Ils le sont toujours. Justement, vous parlez de cette implantation et effectivement, vous avez beaucoup travaillé sur ces sujets. Ces relais, justement, où sont-ils? Alors, c'est l'Allemagne. En Europe, c'est l'Allemagne, clairement. Surtout l'Allemagne, surtout la Rhénanie, la Westphalie, où il y a beaucoup de sympathisants Hezbollah. Qui veut dire Hezbollah, veut dire Iran. Ils sont nombreux, ils manifestent de temps en temps, ils font des actions. Alors là, il y en a eu au mois de mars, mais c'est tiré sur le domicile d'un rabbin, enfin des trucs, voilà, pareil, complètement, un peu dans tous les sens. Mais donc, il y a quand même un vivier, là, important. Un vivier en Allemagne, ils sont présents en France également? Oui, ils sont présents. On peut quantifier, j'allais dire, cette menace, là aussi? C'est très difficile, parce que là, vraiment, il y a des chiffres, mais on sait quand il y a des manifestations en France, quand il y a des manifestations contre le régime iranien, il y a souvent des petites contre-manifestations, des petites actions qui se passent au contraire pour les... Bon, on sait aussi qu'il y a des gens, des services de renseignement même, il y en a un qui a été expulsé, qui a été chopé à Dijon, qui a été viré il n'y a pas longtemps par la France.
Donc on voit des petites résurgences comme ça. Mais je suis capable de vous dire des chiffres, là, pour le coup. Vous avez alerté pendant longtemps sur l'état de la menace qui pèse sur la France. Vous avez également alerté sur l'échec d'une certaine déradicalisation en France. Aujourd'hui, est-ce que la France est mieux armée, j'ose espérer, qu'elle ne l'était il y a 15 ans, face à ce type d'exaction? C'est le jour et la nuit. Les services de renseignement ont été gonflés après le 13 novembre 2015 de façon très, très, très conséquente. Donc il y a les effectifs, la magistrature encore plus. Voilà, enfin, je rappelle toujours ces chiffres. Quand j'ai commencé en 2000, mais cette fois-ci au parquet antiterroriste, on était 4, ils sont 26 aujourd'hui. Bon, ça donne l'ampleur. Et c'est pareil pour les services de renseignement. Non, très franchement, toutes ces choses-là sont surveillées de près et il y a beaucoup de monde, y compris des experts extérieurs. L'autorisation d'utiliser du personnel extérieur spécialisé a été accordée à la DGSI. On peut dire qu'aujourd'hui, on a mis tous les moyens pour que cela ne se reproduise plus en France? On a mis tous les moyens, ce qui ne veut pas dire que ça ne pourrait pas se reproduire. Il faut faire attention à ça. En tout cas, tous les moyens judiciaires, de renseignement et judiciaires, dans un État en paix, pour lutter contre une menace qui parfois ressemble à la guerre, si vous voulez. Alors à ce niveau-là, on a mis les moyens. En revanche, ce qui est terrible, c'est qu'on parlait des relais, et beaucoup de ces relais se trouvent tout simplement dans nos prisons aujourd'hui. Et là, pour le coup, vous l'avez dit, en matière de cette lutte contre l'islam radical, aujourd'hui, on a échoué. Vous le disiez il y a quelques mois, je vous entendais dire cela. Est-ce que c'est quelque chose que vous répétez encore aujourd'hui? Ah oui, tout à fait. Pour ce qui est de la radicalisation, la progression de l'islam radical, on a échoué. On arrive, parce qu'on a mis beaucoup de moyens, à éviter des attentats, le sommet de l'iceberg, si vous voulez. Mais sur la problématique de fond, que la radicalisation d'une partie de la jeunesse, tous les signes montrent qu'on a échoué. Et d'ailleurs, alors évidemment, on ne s'en rend pas compte tout le temps. Quand il y a une crise dans le monde et tout d'un coup, on voit 3000 Français qui partent en Syrie, là, on se dit « Ah, c'est pas normal, parce que pour 3000 qui partent, il y en a 25 000 qui voudraient partir, vous comprenez ?» Donc là, c'est clair. Et puis je le vois, moi, en cour d'assises, je préside des cours d'assises, des cours criminels. On voit les gens, on voit les milieux, les maisons d'arrêt, on voit bien cette tendance à radicalisation de gens, de détenus de droit commun, si vous voulez. Moi, je le vois, en tout cas. C'est un problème de nombre, c'est un problème de moyens, c'est un problème de manière, justement, pour y arriver. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui? C'est un problème d'une jeunesse qui est dans un état avec une volonté de se radicaliser et qui cherche le produit qui va lui convenir. Et le produit, aujourd'hui, c'est l'islam radical. Je vois comme ça. On a plein de jeunes qui sont à la dérive ou qui veulent, ou qui sont un peu avec des tendances psychopathiques, donc utiliser la violence, faire quelque chose, et qui ont ce produit-là sur le marché. Merci Marc Trévédic, merci beaucoup d'avoir été avec nous, ancien juge antiterroriste. Et puis je rappelle également votre dernier livre qui s'appelle Justice présumée coupable, sur ces liens parfois un petit peu compliqués entre le monde de la justice, le monde judiciaire et puis le monde politique. Livre très intéressant dont d'ailleurs vous étiez venu nous dire quelques mots. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On va maintenant parler d'une autre menace qui monte elle aussi inexorablement sur notre sol. Tous les chiffres le disent, jamais la circulation de cocaïne n'y avait été aussi importante partout dans le monde et particulièrement en Europe. Le géographe Alain Delpirou nous en parle dans un instant. Quelques chiffres d'abord avec Jérôme Fourquet. Il faut avoir en tête la géopolitique de ce trafic. Le marché américain étant saturé et de plus en plus difficile à pénétrer, il y a un report qui s'est effectué vers l'Europe. Et donc, ces afflux massifs de produits qui sont de plus en plus purs permettent aux trafiquants de proposer des prix en baisse, ce qui, bien évidemment, va alimenter le développement de la consommation. Alors ça, ce sont des chiffres de 2023 qu'on voit à l'instant. On se dit que la cocaïne est en train de prendre des parts de marché au cannabis. On est aujourd'hui sur 1 million d'usagers contre 600 000 en 2017. Alors quand on dit 1 million d'usagers, c'est une fois dans l'année. Et donc c'est près de 3% de la population française qui a consommé au moins une fois dans l'année de la cocaïne, contre 0,3%, donc 10 fois moins, en 1992, il y a 30 ans. Jérôme Fourquet qui s'exprimait dans l'émission La France face à Fourquet sur le Figaro TV. Bonjour Alain Delpirou. Bonjour. Soyez le bienvenu. Vous êtes lauréat et membre de la Société de géographie de Paris et auteur de ce livre passionnant, absolument passionnant, sur les espaces gangrenés par la drogue dans le monde. Ça s'appelle Cocaïne sans frontières. Une véritable enquête avec beaucoup de chiffres qui permettent de vraiment comprendre et saisir l'ampleur de ce phénomène. Et vous expliquez dans ce livre pourquoi et comment la cocaïne aujourd'hui est devenue une industrie massive partout dans le monde
et tout particulièrement en Europe. Et d'ailleurs, vous expliquez qu'aujourd'hui, ce qui est terrible, c'est que c'est quelque chose qui fait vivre des familles, c'est quelque chose qui génère des emplois, et c'est vraiment un état des lieux très complet qui fait froid dans le dos. Alors, d'abord, quelques chiffres. Nous entendions à l'instant Jérôme Fourquet, ces chiffres qui sont saisissants. Et la première chose qu'il faut dire, c'est qu'on parle aujourd'hui d'une menace qui est devenue une menace globale. Et ça, c'est le point de départ de votre livre. Tout à fait. Alors, en écoutant ces chiffres, je me suis remémoré les derniers chiffres qui viennent d'être publiés pour 2026, premier trimestre. On est arrivé là actuellement à 29 tonnes de cocaïne qui ont été saisies en France. Ce qui veut dire que certainement, si on poursuit cette dynamique, on risque d'atteindre le seuil des 100 tonnes de cocaïne saisie en France pour l'année 2026. Ce sera donc supérieur aux saisies de 2025, c'est-à-dire qui était de 84 tonnes, 3, et celle de 2024 où on avait 53 tonnes. Donc on risque de passer, là encore, du simple au double, rien qu'au niveau des saisies. Quand on a à l'esprit que ces saisies ne sont que la partie émergée de l'iceberg de ce grand trafic mondial, on peut légitimement s'inquiéter de la situation. Oui, parce que c'est vrai que là, les saisies, ce sont les chiffres officiels que vous évoquez, ceux du ministère de l'Intérieur, mais évidemment, entre les saisies et la quantité réelle qui circule sur notre sol, il y a évidemment un gap. Est-ce qu'on peut aujourd'hui le quantifier, l'évaluer ? Le chiffre qui est souvent avancé au niveau des saisies par les scientifiques qui travaillent sur ces questions en matière d'économie, par exemple, c'est à peu près 10%. Les saisies, c'est 10%. 5 à 10%. Ce qui veut dire que 90% ne sont pas saisies. Pour information, sachez qu'en 2024, on a estimé que la production de cocaïne mondiale pure était de 4000 tonnes. Si vous coupez ça à 75%, c'est le seuil actuellement au niveau de la vente, ces 4000 passent à plus de 5000 tonnes. C'est énorme. Alors, ce qui est important, c'est de comprendre et de bien saisir cette évolution. Parce que là, on donne des chiffres, mais voyons exactement ce que ça représente. Vous montrez d'ailleurs avec des courbes qui sont très claires, qu'on a une augmentation qui en réalité est linéaire depuis maintenant plus de 20 ans. Et ça, c'est du jamais vu. Une augmentation quasiment chaque année, et c'est vraiment quelque chose de totalement exponentiel. Tout à fait. Et une des explications provient de la racine même du problème, de la problématique. C'est-à-dire que vous vous apercevez que les cultures de coca, qui sont la base pour la production de cocaïne, on l'a aussi décuplé. Dans les années 1990, à la fin des années 90, quand Pablo Escobar va être liquidé en décembre 93, il y avait à peu près 150 000 hectares de coca en Colombie. Aujourd'hui, on est à plus de 250 000 hectares. Si vous y ajoutez la Bolivie et le Pérou, on arrive à 400 000 hectares. 400 000 hectares, ça peut ne pas vouloir dire grand-chose. Mais si on les transforme en kilomètres carrés, je suis géographe de formation, ça nous donne 4000 kilomètres carrés. C'est énorme. Paris, sa superficie, c'est 100 km², pardon. Et il faut donc prendre une autre échelle. Prenez le département du Tarn-et-Garonne, qui fait 3980 km². Il ne suffirait pas à pouvoir englober toutes les cultures de coca qui existent actuellement en 2026 aux Amériques. Parce que depuis la période de Pablo Escobar, vous avez de nouveaux pays qui sont apparus, producteurs de coca. Justement, aujourd'hui, alors on avait à l'époque une sorte, on va dire, de monopole, puisqu'on parle de véritable industrie qui s'est mise en place, et d'économie parallèle. Il y avait cette sorte de monopole dans les pays d'Amérique latine, d'Amérique du Sud. Aujourd'hui, là aussi, vous l'expliquez, la production même, elle aussi, elle s'est mondialisée. Tout à fait. Comme je viens de vous le dire, par exemple, le Honduras, le Guatemala sont des pays novateurs en production de culture de coca. Et c'est pas neutre. Vous avez le Mexique qui s'y met aussi, le Belize qui est à côté, qui s'y met à son tour. Donc on a une multitude de pays qui produisent de la feuille de coca, sans oublier l'Équateur. Là, on a plus de 2000 hectares qui viennent d'apparaître.
Et ce qui est important, ce qui nous concerne directement, c'est qu'aujourd'hui, cette déferlante arrive sur l'Europe. Alors vous, vous dites que le tournant, il date de 2003 et que depuis, l'Europe est devenue l'une des principales zones de consommation. Pourquoi ? Il faut avoir à l'esprit que l'Europe, avec 2003, a pris la suite des États-Unis. Les États-Unis ont été impactés par une autre drogue, le fentanyl, qui a pris le dessus sur la cocaïne. Sauf que maintenant, en 2026, on s'aperçoit que le fentanyl est en voie, entre guillemets, de disparition aux États-Unis, parce que malheureusement, il y a beaucoup moins de consommateurs. Ça a quand même impacté plus d'1 million de personnes qui sont décédées de cette drogue. Donc la cocaïne, maintenant, revient sur cette terre américaine. Et sa poursuite aussi en Europe. Donc, et on a de nouveaux pays qui apparaissent dans la consommation. Vous avez la Nouvelle-Zélande, l'Australie. Et alors, ça s'explique tout simplement par la distance. Donc là, les narcotrafiquants font des gains encore supplémentaires financièrement. Qu'est-ce qui se passe exactement en France ? Là aussi, vous expliquez, chiffre à l'appui, qu'en réalité, l'élément de réponse sur cette hausse fracassante de la consommation, elle se trouve en particulier dans les zones rurales. Alors, en partie dans les zones rurales. Il faut avoir là aussi à l'esprit que le prix de la cocaïne a fortement chuté. En 2024, le kilo de cocaïne à Amsterdam, par exemple, se négociait autour de 30 000, 35 000 euros le kilo. De nos jours, on est à 16 000, 15 000. Donc ça s'est divisé par 2 en réalité en l'espace de 2-3 ans. Donc ça, c'est des points à prendre en compte. De surcroît, la pureté du produit a augmenté. Comme je vous disais au début de notre entretien, on tourne à 75%. Et donc ce produit, il s'est implanté petit à petit sur tout le territoire national. Et qui sont les nouveaux consommateurs ? Alors les nouveaux consommateurs, c'est monsieur tout le monde. C'est vraiment monsieur tout le monde. Toutes les couches de la société sont touchées par ce produit. C'est la drogue du début du XXIe siècle. Est-ce qu'aujourd'hui, en ce sens, la France est un marché privilégié justement pour tous ces monsieur et madame tout le monde qui sont devenus des consommateurs ? Alors, on n'arrive pas au premier rang. Le principal pays touché par ce phénomène, c'est l'Espagne. Les saisies sont encore beaucoup plus importantes. Mais ça peut s'expliquer par un autre élément qui est la proximité linguistique. Donc ça c'est un élément qui joue. Et puis d'un point de vue géographique, l'Espagne est légèrement plus proche de l'Amérique latine que les côtes françaises. Et malgré tout, vous avez dit, aujourd'hui en France, il est plus facile de trouver de la cocaïne que de trouver un médecin dans certaines zones. Oui, alors c'est pas de moi. Je reprends des propos d'une autorité. C'était en l'occurrence un colonel de gendarmerie lors d'une grande réunion des maires de France qui avait exprimé ce point de vue, et ça m'avait comment dirais-je, attiré l'attention, et je l'évoque régulièrement. Et ce que vous dites également, c'est que... D'autant que la gendarmerie a la particularité de quadriller à peu près 80-85% du territoire national. Mais vous dites justement qu'aujourd'hui, l'État a perdu le contrôle. Alors, en partie, il l'a perdu. Mais fort heureusement, on voit aussi des réponses qui apparaissent, notamment avec les rapports sénatoriaux et départements de l'Assemblée nationale. Allez-y. Oui, tout ça pour vous dire que au niveau du profil d'un consommateur, peut-être aussi avoir à l'esprit les propos qui ont été tenus par Monsieur le Premier ministre, Monsieur Lecornu, qui en décembre justement 2025 expliquait à l'Assemblée nationale, à notre représentation, qu'il y avait en France à peu près 3 700 000 personnes qui avaient touché à la cocaïne. Donc ça montre vraiment l'importance de l'impact de la cocaïne
dans notre territoire. Avec également un autre point de bascule qui est que, précisément en 2025, pour la première fois, sur le marché de la drogue, la cocaïne a dépassé le cannabis. Est-ce qu'aujourd'hui, la consommation de cocaïne se fait au détriment des autres drogues ? Alors, la cocaïne attire beaucoup de monde. On parle d'un chiffre d'affaires bénéfice net à peu près identique de 3 à 4 milliards d'euros par an. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si on fait des comparaisons, on s'aperçoit qu'en Italie, qui est un pays à peu près similaire au nôtre, en matière de consommation, les chiffres sont un peu plus élevés même. On parle de 6 à 7 milliards de chiffre d'affaires au niveau de la cocaïne. Donc, tous ces éléments mis bout à bout nous permettent de mieux comparer notre situation. Alors, sur l'état également, l'ampleur de ce phénomène, ce qui a changé également, eh bien, c'est aussi que aujourd'hui, nous n'avons plus affaire à des cartels isolés, comme c'était le cas peut-être à l'époque. Et aujourd'hui, ce sont des véritables industries, des sortes d'empires commerciaux. Et le symbole de cela en France, évidemment, c'est la DZ Mafia qui pourtant est née il y a quelques années dans des cités marseillaises. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente, par exemple, la DZ Mafia en termes de chiffres ? Alors, pour ce qui est de la deuxième mafia, je serais tenté de vous renvoyer sur le spécialiste de cette question, qui est M. Jean-Michel Verne, qui a écrit un très bel ouvrage sur la DZ Mafia, qui s'intitule DZ Mafia Inside. Mm-hmm. Donc, je préfère laisser cette question par rapport à Marseille. Mais en quoi est-ce que des organisations comme la DZ Mafia incarnent finalement justement cette nouvelle génération de narcotrafiquants ? C'est des gens qui n'ont pas froid aux yeux. Et quand vous regardez un peu la façon dont ils gèrent leurs affaires, ils vont à l'essentiel. Je prends un autre exemple. En Espagne, actuellement, il y a un procès qui concerne une personne qui, à lui tout seul, a pu faire entrer sur le territoire espagnol pratiquement 79 tonnes, à lui tout seul. C'était un fonctionnaire de police qui a été corrompu. Et de nos jours, on s'aperçoit que les sommes qui ont été dégagées grâce à ce trafic sont vertigineuses. Ouais. Vous disiez des gens qui n'ont pas froid aux yeux. Ce qui a changé, c'est que ce sont également des gens qui sont aujourd'hui totalement interchangeables. Oui. C'est le propre de ce type de trafic. Et c'était pas le cas avant, ça ? Oui, c'est un nouveau modèle qui se met en place. On est de passage pour un certain temps. C'est des filières qui résistent pas toujours aux coups de butoir. On fait pas souvent de vieux os dans ce milieu. Mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, concrètement, on a des filières dans lesquelles, eh bien, on peut aujourd'hui, par exemple, démanteler un réseau, incarcérer un certain nombre de personnes, mais en réalité, la filière, elle va perdurer derrière. Tout à fait. Et c'est pas propre à la France. Si vous prenez l'exemple du Mexique, il y a eu une personnalité de ce milieu, pour pas le nommer, je vais donner son nom, M. Zambada, qui était le responsable du cartel du Sinaloa, qui vient de tomber. Pendant 40 ans, il a vécu dans la clandestinité la plus absolue. Mais il avait donné une seule fois une interview à une grande revue qui s'appelle Proceso. Et à la fin de l'interview, il expliquait qu'un jour ou l'autre, il allait tomber. Et que, peu importe, il savait très bien qu'il serait remplacé illico presto. Vous disiez tout à l'heure que l'État, aujourd'hui, a perdu le contrôle. Sur ce bras de fer, justement, en partie, précisément sur ce bras de fer entre l'État et tous ces cartels, où en est-on et jusqu'où est-ce que ça peut aller ? Question très difficile. Je ne peux pas, moi, me projeter dans l'avenir. Je pense qu'au contraire, il faut avoir à l'esprit que nos autorités commencent à bien réagir par rapport à ce phénomène, d'autant qu'on a eu quelques lanceurs d'alerte. Je pense notamment à M. Roberto Saviano, qui nous a alertés et qui, manifestement, ses propos commencent à être pris en compte pour cette réalité. On entend souvent que ces cartels sont aujourd'hui déjà beaucoup trop forts, que ce sont eux qui font la loi dans un certain nombre de quartiers notamment. Vous dites non, il y a encore une marge de manœuvre quand même de la part de l'État. Bien entendu. Et je pense que là, au niveau
du travail par rapport à l'aspect ne serait-ce que sanitaire. Penser à essayer d'aider les personnes pour s'en sortir à travers des cures. Ça, c'est un des aspects. Mais il y a aussi l'aspect de l'éducation. Je pense que ça aussi, il ne faut pas le négliger. Et puis, il faut surtout ne pas oublier la racine du problème, c'est-à-dire le développement et peut-être aider des pays comme la Colombie par rapport à ce problème, puisque, à contrario, les Américains ont désertifié ce pays. Merci. Donc les moyens financiers ont quelque peu disparu. Cocaïne sans frontières. Votre enquête donc sur cette drogue mondialisée, comment comprendre cette déferlante, comment fonctionnent ces réseaux criminels, très intéressant, très instructif. Vos réponses dans ce livre enquête très passionnant. Merci beaucoup Alain Delpirou d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. Point de vue revient bien sûr demain toujours sur le Figaro TV. Excellent après-midi.